Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Certains prix sont faits pour insulter. 3 $, c'était le tarif habituel pour un cheval de trait à cette époque. Peut-être un tonneau de grains si la récolte avait été bonne. Mais sur cette plateforme en bois au milieu du désert, 3 $, c'était l'étiquette de prix suspendue au cou d'une femme. Qatari se tenait le menton levé, le visage encore frais de peinture, tandis qu'une foule d'hommes à cheval tournait autour d'elle comme des vautours. Quand les enchères commencèrent, elle regarda chaque homme présent droit dans les yeux et dit 5 mots qui firent taire le désert. Ce que ces hommes ignoraient, c'est qu'elle avait déjà tenté de mettre fin à 2 vies avant d'atteindre cette plateforme. Et ce que le vieux rancher qui s'avançait avec des billets froissés ignorait, c'est que payer ces 3 $ déclencherait quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait arrêter. Le soleil avait dépassé son zénith quand ils l'ont traîné dans la plaine découverte. Pas d'ombre à des kilomètres, juste la terre craquelée et des montagnes lointaines qui scintillaient dans la chaleur. Lucas Brennan se tenait à la lisière de la foule depuis près d'1 heure, observant le spectacle sordide se dérouler. Il s'était dit qu'il ne faisait que passer. S'était dit que cela ne le concernait pas. Mais quelque chose dans sa façon de marcher, même les poignets liés, le fit rester. Silucrane, l'homme qui dirigeait la vente aux enchères, transpirait à travers sa chemise. Il avait fait ça de nombreuses fois, mais jamais avec quelqu'un qui le regardait comme cette femme, comme si elle mémorisait son visage pour plus tard. Il s'éclaircit la gorge et fit un geste vers la plateforme. 2 hommes la poussèrent en avant et elle gravit les marches en bois sans trébucher, sans regarder en arrière. Elle se tint là, élevée au-dessus de tous, et Lucas put voir les symboles peints sur son visage. Le genre que portent les guerriers. Ses tresses tombaient sur ses épaules, ornées de plumes et de perles qui attrapaient la lumière. Le vêtement à franges qu'elle portait bougeait légèrement dans le vent chaud. Elle n'essaya pas de se couvrir, ne baissa pas les yeux. Chaque ligne de son corps disait la même chose. Vous pouvez m'enchaîner, mais vous ne pouvez pas me briser. Crane sortit un morceau de papier, plissant les yeux pour lire. Une femme, âge inconnu, capturée il y a 3 semaines près des territoires du canyon. Forte, en bonne santé, il marqua une pause, et Lucas le vit déglutir difficilement. Antécédent de résistance. Quelqu'un dans la foule rit. C'est une jolie façon de le dire. Les enchères commencent à 5 $, annonça Crane, sa voix se brisant légèrement. Silence. Le genre de silence qui pèse. Le visage de Crane devint rouge. 4 $. Puis encore le silence. Les chevaux déplaçaient leur poids. Quelque part, un faucon cria. 3 $, dit Crane. Et maintenant, il y avait du désespoir dans sa voix. 3 $ pour. C'est laquelle parla. Sa voix porta à travers le désert comme une lame. Je préférerais mourir. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Plusieurs hommes s'entre-regardèrent. L'un d'eux fit demi-tour avec son cheval et partit sans un mot. Crane tenta de se reprendre. 3 $. Entends-je 3 ? Lucas sentit sa main se glisser dans sa poche avant que son cerveau n'ait suivi. Il sortit les billets, vieux et doux à force d'usage, et s'avança. La foule s'écarta légèrement à son approche. Il ne regarda pas les autres hommes, n'accorda aucune attention à Crane. Ses yeux allèrent directement vers elle. Elle le dévisagea, et pendant un instant, Lucas vit quelque chose vaciller sur son visage. Pas de l'espoir. Quelque chose de plus dur que ça. De la reconnaissance, peut-être. De quoi? Il n'aurait su le dire. Il leva l'argent. 3 $. Crane attrapa rapidement les billets comme s'il craignait que Lucas ne change d'avis. Vendu. Prenez-la et partez. Mais Lucas ne bougea pas pour la prendre. Il resta là, regardant la femme sur la plateforme, et réalisa qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Elle non plus. Et cette incertitude s'étirait entre eux comme une corde tendue, prête à rompre. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Crane avait omis un détail crucial sur la raison pour laquelle les enchères étaient tombées si bas. Au coucher du soleil, ce détail importerait bien plus que les 3 $ ne l'avaient jamais fait. Les chaînes furent les premières à tomber. Lucas tendit la main vers les menottes de fer autour des poignets de Qatari, et elle recula si violemment qu'elle faillit tomber de la plateforme. La foule s'était rapidement dispersée après la vente, impatiente de prendre ses distances avec la transaction, mais quelques traînards restaient à cheval en bordure de la plaine, observant. Lucas garda ses mains visibles, paumes vers le haut. « Je vais enlever ça. » Elle ne dit rien.
Ses yeux d'ambre suivaient chacun de ses mouvements, comme un loup observant un chasseur approcher de sa tanière. Quand il s'approcha, elle cracha à ses pieds. Le geste était délibéré, mesuré. Pas de panique, juste du pur mépris. Il déverrouilla les menottes quand même. Elles tombèrent sur la plateforme en bois avec un bruit sourd. Et pour la première fois depuis qu'elle avait été amenée ici, ses poignets étaient libres. La peau à vif montrait où le métal avait mordu sa chair pendant des semaines. Elle ne frotta pas les marques, n'accorda aucune attention à la douleur. À la place, elle descendit de la plateforme. Ses mouvements étaient fluides malgré les jours de captivité. Lucas la regarda sonder le paysage. Il pouvait la voir calculer les distances, cartographier les voies de fuite. L'abri le plus proche était à au moins 3 km au nord. Les montagnes à l'est prendraient une journée entière à pied. Au sud, il n'y avait rien que le désert. L'ouest ramenait aux colonies. « J'ai un cheval attaché là-bas, » dit Lucas, faisant un geste vers un groupe de buissons où sa jument attendait. De la nourriture dans la sacoche de sel, de l'eau. Le regard de Qatari se planta sur lui, et il vit quelque chose dans son expression qui lui fit faire un pas en arrière involontaire. Pas de la peur, ni même de la colère. Quelque chose de plus froid que les deux. « Tu penses que 3 $ achètent ma gratitude ?» Sa voix était rauque à force de ne pas avoir servi, mais claire. Un anglais parfait avec un accent qui lui disait qu'elle avait déjà côtoyé des colons. Cela rendait la chose pire, en quelque sorte. Elle savait exactement ce qui se passait ici. Lucas secoua la tête. « Je ne veux pas de ta gratitude. »« Alors que veux-tu » C'était une question juste. Il n'avait pas de bonne réponse. La vérité était compliquée, enfouie sous des années de choses qu'il préférait ne pas examiner de trop près. Alors il dit la version la plus simple. « M'assurer que tu ne meurs pas ici. » Elle rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Les hommes comme vous ne sauvent pas les gens comme moi. Vous nous collectionnez, vous nous mettez dans des maisons qui ressemblent à des cages, et vous appelez ça de la gentillesse. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle bougea rapidement. Elle attrapa une pierre au sol, de la taille de son poing, et la lança sur les spectateurs restants. Elle frappa le flanc du cheval d'un homme. L'animal se cabra, jetant son cavalier dans la poussière. Les autres hommes crièrent, saisissant leurs fusils. Lucas s'interposa entre eux et Qatari, les mains levées. « Allez-vous-en, partez d'ici. Cette sauvage vient d'attaquer. » J'ai dit, partez. Quelque chose dans sa voix les fit hésiter. Peut-être le fait qu'il était connu dans le coin. Peut-être le regard dans ses yeux qui disait qu'il n'était pas d'humeur à discuter. Quoi qu'il en soit, ils firent demi-tour et s'éloignèrent au galop, soulevant la poussière. Quand Lucas se retourna, elle courait déjà. Elle ne se dirigeait pas vers les montagnes ou les colonies. Elle courait droit dans le désert, vers rien d'autre que la chaleur et le vide. Ses pieds nus soulevaient le sable tandis qu'elle sprintait. Et Lucas resta là, la regardant partir, sachant qu'elle ne ferait pas 5 kilomètres avant que le soleil n'achève ce que les chênes avaient commencé. Il savait aussi que s'il la poursuivait maintenant, elle le combattrait avec tout ce qui lui restait. Et peut-être que c'était ce qu'elle voulait. Peut-être que mourir libre dans le désert valait mieux que tout ce qu'elle pensait qu'il offrait. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne savait pas encore. Quelque chose que Crane lui avait murmuré en comptant l'argent. Celle-là a déjà planté un couteau dans 2 hommes qui ont essayé de la réclamer. L'un d'eux s'est vidé de son sang dans un chariot. L'autre a perdu un œil. Lucas regarda sa silhouette rapetissée à l'horizon. Elle ne le fuyait pas. Elle courait vers le seul choix qu'elle pensait avoir. Et s'il la laissait partir, elle serait morte avant que le soleil ne touche les collines à l'ouest. Ce qui allait se passer ensuite déterminerait si ces 3 $ avaient acheté sa vie ou juste retardé sa mort. Lucas lui donna 10 minutes. Assez longtemps pour sentir le poids de sa décision. Pas assez longtemps pour en mourir. Puis il monta sa jument et partit à sa poursuite, gardant ses distances au début. Elle devait avoir entendu les battements de sabots, mais elle ne regarda pas en arrière, continua juste de courir, sa silhouette ondulant dans la chaleur. Quand il la rattrapa, elle avait ralenti au pas. Sa respiration était dure et saccadée. Le désert avait déjà commencé à prélever son dû. Il la dépassa au galop, puis revint en cercle, lui coupant le chemin. Elle s'arrêta, la poitrine soulevée, les mains sur les genoux. Quand elle se redressa, ses yeux étaient meurtriers. « Dégage de mon chemin !» Lucas resta en selle, une main posée sur le pommeau. « Il n'y a rien ici sur 30 kilomètres.
Pas d'eau, pas d'ombre. Je connais cette terre. Pas cette partie. Ce sont les Badlands. Même les serpents les évitent. Elle fit un pas en avant et il vit sa main se diriger vers sa taille, là où un couteau aurait dû être. Là où il était probablement avant que Crâne ne le prenne. Ses doigts se serrèrent en un point quand il ne trouvait rien. Je préfère tenter ma chance avec le désert plutôt qu'avec toi. Pourquoi? La question sortit plus sèchement qu'il ne l'avait voulu. Qu'est-ce que j'ai fait à part enlever ces chaînes? Tu m'as payé. Chaque mot était comme une pierre lancée. Cela fait de moi ta propriété aux yeux de chaque homme qui l'a vu. 3 dollars ou 3 cents? Peu importe. Je suis toujours possédé. Lucas descendit de cheval et elle recula immédiatement de 3 pas. Il s'arrêta là où il était, ne faisant aucun mouvement pour s'approcher. Je ne t'emmène nulle part. Je ne te mets pas dans une maison ou un chariot. Je te donne le choix. Les hommes comme toi ne donnent pas le choix. Vous donnez des ordres et vous appelez ça des options. Tu as raison pour certains d'entre nous. Il sortit la gourde d'eau de sa selle et la posa sur le sol entre eux. J'ai fait des choses que je ne peux pas défaire. Porter un uniforme dont je ne suis pas fier. Suivi des ordres qui me réveillent encore la nuit. Il marqua une pause, la regardant l'observer. Mais pour l'instant, j'essaie juste de te garder en vie assez longtemps pour que tu t'éloignes d'ici. Elle fixa la gourde. Il pouvait voir la guerre qui se déroulait en elle, la soif luttant contre la fierté. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que si je voulais te traîner quelque part, je l'aurais déjà fait. Tu es épuisé. Je suis à cheval. Ce ne serait pas un combat loyal. Il fit 2 pas en arrière, mettant plus de distance entre eux. Mais je ne suis pas ici pour un combat. Qatari le regarda longuement, et il pouvait sentir qu'elle le jaugeait. Pas ses mots, mais sa posture, sa façon de se tenir. Les gens qui avaient survécu à ce qu'elle avait vécu apprenaient à lire les corps, pas les voix. Finalement, elle bougea, vite et bas. Elle attrapa la gourde et recula immédiatement, mettant 3 mètres entre eux avant de l'ouvrir. Elle but à grandes gorgées, l'eau coulant sur son menton. Quand elle eut fini, elle lui relança la gourde. Il l'attrapa. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Ça ne te regarde pas. »« Très bien. Je suis Lucas Brennan. J'élevais du bétail au nord d'ici. Maintenant, je n'élève plus grand-chose. » Il marqua une pause. Il y a un comptoir commercial à environ 25 km à l'ouest, tenu par une femme nommée Sarah Blackwood. Elle recueille les gens. Sans poser de questions. Si tu me laisses faire, je t'y amènerai. Ensuite, tu n'auras plus jamais à me voir. Et si je ne te laisse pas faire? Alors je te suivrai à distance jusqu'à ce que tu atteignes un endroit sûr ou jusqu'à ce que tu ne puisses plus marcher. Il rencontra son regard. Parce que j'ai déjà assez de fantômes. Je n'en ai pas besoin d'un autre. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la confiance, mais peut-être la reconnaissance qu'il disait une version de la vérité. Elle tourna son visage vers l'ouest, où le soleil commençait sa descente, et sembla calculer quelque chose. 25 kilomètres, plus ou moins. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, sans le regarder, elle dit, « Mon nom est Qatari, et si tu essaies de me toucher, je t'arracherai les yeux avant que tu n'aies pris une seconde respiration. » Lucas hocha lentement la tête. Compris. Aucun d'eux ne bougea. Le désert s'étendait autour d'eux, indifférent à leur confrontation. Finalement, Qatari commença à marcher vers l'ouest. Pas vers lui, ni loin de lui, juste vers l'ouest. Après un moment, Lucas mena son cheval et suivit, gardant 6 mètres entre eux. Ils marchèrent en silence tandis que le soleil brûlait au-dessus d'eux. Mais tous deux savaient que ce n'était pas de la confiance. C'était la survie. Et la survie avait ses propres règles. Des règles qui seraient testées dès qu'ils camperaient pour la nuit. Le coucher de soleil vint rapidement dans le désert. Un instant le ciel était bleu. L'instant d'après, il saignait l'orange et le rouge à l'horizon. Lucas trouva un endroit entre 2 gros rochers qui offrirait une certaine protection contre le vent. Qatari s'arrêta à 6 mètres de là et s'assit sur le sol nu, le dos contre un rocher. Il déballa sa sacoche de sel sans un mot. Viande séchée, pain dur, une autre gourde d'eau. Il posa la moitié sur une pierre plate et la poussa vers elle avec sa botte. Elle le regarda faire, son visage illisible dans la lumière déclinante. « Je n'ai pas faim. Tu n'as probablement pas mangé depuis des jours.
J'ai dit, je n'ai pas faim. Lucas prit sa part et mangea lentement, gardant les yeux sur le désert qui s'assombrissait plutôt que sur elle. Après quelques minutes, il l'entendit bouger. Quand il jeta un coup d'œil, la nourriture avait disparu de la pierre, et elle mâchait, le visage détourné de lui. La température chuta rapidement une fois le soleil disparu. Lucas fit un petit feu, juste assez pour la chaleur. Qatari resta à sa place, les bras enroulés autour de ses genoux. La lumière du feu attrapait la peinture sur son visage, faisant paraître les marques rouges fraîches, comme du sang. Cette peinture, dit Lucas prudemment. De la peinture de guerre, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas tout de suite, puis, c'est une promesse. À qui? À moi-même. Elle le regarda par-dessus le feu. Chaque marque signifie quelque chose. Celle-ci, elle toucha la rayure sur son front, et pour mon frère. Celle-ci, ses doigts se déplacèrent sur sa joue, et pour les enfants que j'ai protégés. Et celle-ci, elle traça le symbole près de sa mâchoire, et pour l'homme que je deviendrai si je survis à cela. Lucas fronça les sourcils. Tu veux dire la femme? J'ai dit ce que je voulais dire. Il laissa cela planer entre eux. Après un moment, il reprit la parole. Tu as dit que tu avais été capturé il y a 3 semaines. Que s'est-il passé? Qatari fixa le feu pendant un long moment. Il pensa qu'elle n'allait pas répondre. Puis, des soldats sont venus à notre campement. Nous savions qu'ils venaient. Nous aurions pu fuir, nous disperser dans les montagnes. Mais il y avait des enfants. 14 d'entre eux. Trop jeunes pour survivre à une poursuite dans les hautes terres. Alors tu es resté. Alors, j'ai passé un accord. Sa voix était plate, sans émotion. Je leur ai dit que je me rendrais s'ils laissaient les autres partir. Le commandant a accepté. C'était un menteur. Mais le temps que je le réalise, les enfants étaient déjà cachés dans les grottes. Les adultes ont conduit les soldats dans la mauvaise direction. Le temps qu'ils comprennent, il était trop tard pour les traquer. Lucas sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Tu t'es échangé. J'ai acheté du temps. Elle le regarda alors, et ses yeux étaient durs. Ils m'ont battu pour ça. M'ont gardé enchaîné dans un chariot pendant 2 semaines. Quand le premier homme a essayé de me toucher, j'ai pris son couteau et je l'ai planté dans sa jambe. Il a survécu, mais de justesse. Le deuxième homme était plus malin. Il a attendu que je sois endormi. Je me suis réveillé avec ses mains sur moi et mes mains ont trouvé son visage. Les pouces fonctionnent bien pour les yeux, j'ai appris. La façon désinvolte dont elle le dit retourna l'estomac de Lucas. Non pas à cause de la violence, mais à cause de sa nécessité. C'est pour ça que Crane t'a vendu pour 3 $. C'est pour ça que personne ne voulait de moi. Trop dangereuse, trop d'ennuis. Mieux valait me laisser mourir dans le désert que de risquer une autre blessure. Elle sourit, mais c'était un sourire amer. Lucas remua le feu avec un bâton. J'ai eu une fille, un jour. Qatari devint très immobile. 16 ans. Elle te ressemblait un peu, en fait. Les mêmes yeux défiants. La même façon de se tenir comme si le sol sous ses pieds lui appartenait. Il marqua une pause, les mots s'étranglant dans sa gorge. Il y a eu un raid sur une colonie. Je faisais partie de l'équipe d'intervention. Nous avons chevauché dur. Arrivé trop tard. Les bâtiments brûlaient. Les gens étaient dispersés dans le chaos. Quelqu'un a commencé à tirer. Je ne sais pas qui a tiré le premier. Peut-être que ça n'a pas d'importance. Ta fille est morte dans le raid. Non. Le mot sortit rauque. Elle est morte parce que je portais un uniforme. Parce que quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas posé de questions. Nous avons juste supposé que chaque personne que nous voyions courir était un ennemi. Ma fille était allée dans cette colonie pour faire du commerce. Elle courait vers nous, essayant de se mettre en sécurité, et un de mes hommes lui a tiré dessus. Le silence qui suivit fut absolu. Il ne savait pas, continua Lucas. À sa décharge, il ne savait pas. Mais c'est moi qui l'avais entraîné. C'est moi qui dirigeais cette unité. C'est moi qui avais créé une situation où la peur importait plus que la reconnaissance. Quand elle parla enfin, alors, tu penses que m'acheter compense cela? Non. Lucas rencontra son regard par-dessus le feu. Rien ne compense cela. Mais peut-être que te garder en vie m'empêche d'être le même homme qui l'a laissé mourir. Elle se leva brusquement, et un instant, il pensa qu'elle allait partir.
Au lieu de cela, elle s'approcha du feu, juste en dehors de son cercle le plus chaud. Ta culpabilité n'est pas ma responsabilité. Je sais. Et la mort de ta fille ne te donne pas la propriété de ma survie. Je le sais aussi. Ils restèrent là. Le feu entre eux. Et quelque chose de non dit passa dans le silence. Pas le pardon, pas même la compréhension. Mais la reconnaissance qu'ils portaient tous deux un poids qui n'avait rien à voir l'un avec l'autre, et tout à voir avec ce qu'ils étaient devenus. Ce qu'aucun d'eux ne vit, c'est le mouvement furtif dans les rochers derrière eux. Quelqu'un les observait depuis qu'ils s'étaient arrêtés. Et ce quelqu'un avait reconnu Lucas Brennan. Maintenant, le vrai danger de la nuit commençait à peine à prendre forme. Le son vint juste après minuit. Un léger raclement de bottes sur la pierre. Lucas fut réveillé instantanément, sa main se déplaçant vers le fusil à côté de lui. Qatari était déjà sur ses pieds, son corps tendu et prêt. Ils se regardèrent par-dessus les braises mourantes. Et à cet instant, ils étaient du même côté. 3 hommes émergèrent de l'obscurité, fusils pointés. Lucas reconnut l'un d'eux immédiatement. Cyrus Fletcher. Un homme avec qui il avait servi il y a des années. Un homme qui avait été là le jour où sa fille était morte. Brennan. La voix de Cyrus était froide. Drôle de te voir ici. Lucas se leva lentement, gardant ses mains visibles. Cyrus. Ça fait un bail. Pas assez long. Cyrus fit un geste de son fusil vers Qatari. J'ai entendu dire que tu t'étais acheté de la compagnie à la vente de crânes. Payé pour des femmes, maintenant. C'est bas, même pour toi. Je ne suis pas sa femme, dit Qatari, sa voix tranchant la nuit comme une lame. Je n'appartiens à personne. L'un des autres hommes rit. Ce n'est pas ce que dit l'acte de vente. Lucas sentit la rage monter dans sa poitrine, mais il garda sa voix égale. Que veux-tu, Cyrus? Justice. Cyrus s'approcha du feu, et la lumière révéla la haine gravée sur son visage. Tu m'as tout coûté, Brennan. Après ce qui est arrivé à ta fille, après que tu aies quitté l'unité, ils m'ont blâmé. Ils ont dit que j'avais tiré sans ordre. M'ont déchu de mon grade, renvoyé avec déshonneur. Ma femme m'a quitté. Mes enfants ne veulent plus me parler. Et toi? Tu es juste parti. Je ne suis pas parti. J'ai rampé. Tu as pu ramper parce que tu étais le commandant. Moi, on m'a enterré. Le doigt de Cyrus se déplaça sur la gâchette. Alors maintenant, je vais te prendre ce qui m'a été pris. Tout? Qatari bougea si vite que personne n'eut le temps de réagir. Elle attrapa une branche enflammée du feu et la lança au visage de l'homme le plus proche. Il hurla, lâchant son fusil. Elle roula, attrapa l'arme et se releva en visant Cyrus. Mais elle ne tira pas. Lucas la vit hésiter, vit les calculs fuser dans ses yeux. 3 hommes, 2 encore armés. Si elle tirait sur Cyrus, les autres la tueraient, elle et Lucas. Si elle ne tirait pas, Cyrus pourrait le faire en premier. Pose ce fusil, fille, dit doucement Cyrus. Ça ne te regarde pas. Tout me regarde quand c'est moi qui tiens l'arme. Lucas fit un pas en avant. Cyrus, elle ne fait pas partie de ça. Laisse-la partir. Quoi que tu aies à faire, fais-le-moi. Noble. Cyrus cracha par terre. Mais tu vois, je pense qu'elle fait partie de ça. Je pense que tu tiens à la garder en vie. Ce qui signifie que te la prendre fera juste assez mal. C'est là que Lucas comprit. Cyrus ne voulait pas le tuer. Il voulait le forcer à regarder quelqu'un d'autre mourir. Voulait recréer l'impuissance que Lucas avait ressentie en regardant sa fille tomber. Qatari dut comprendre aussi, car sa posture changea. Elle ne visait plus Cyrus. Elle visait sa propre tempe. Tout le monde se figea. Tu veux la lui prendre? La voix de Qatari était étrangement calme. Vas-y. Mais tu auras un cadavre, pas une captive. Et sa douleur ne sera rien comparée au fait que tu as échoué à me contrôler, même dans la mort. Le visage de Cyrus se tordit. Tu bluffes. Vraiment? Elle appuya plus fort le canon contre sa peau. Je lui ai déjà dit que je préférais mourir qu'être possédé. Ça ne fait qu'avancer l'échéance. Lucas sentit son cœur battre à tout rompre. Qatari, non. Reste en dehors de ça, Lucas. Elle garda les yeux sur Cyrus. Voici ce qui va se passer. Vous allez baisser vos armes.
vous allez repartir dans le désert et vous allez nous laisser partir. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'obtiendrez rien. Pas de vengeance, pas de satisfaction. Juste le souvenir d'une femme qui a choisi la mort plutôt que de vous donner le pouvoir. La confrontation s'éternisa. Les secondes semblaient des heures. Lucas pouvait voir Cyrus peser ses options. Pouvait voir le moment où il réalisa qu'elle pensait chaque mot. Finalement, Cyrus abaissa son fusil. « Tu es folle. » »« Non. » Le sourire de Qatari était tranchant. « Je suis libre. »« Et ça te terrifie. » Cyrus fit signe à ses hommes et ils reculèrent lentement dans l'obscurité. Mais avant de disparaître complètement, il regarda Lucas une dernière fois. « Ce n'est pas fini. »« Si, ça l'est, dit Lucas doucement. C'est fini depuis le jour où elle est morte. Tu ne voulais juste pas l'admettre. » Ils attendirent en silence jusqu'à ce que le bruit des pas s'éloignant s'estompe complètement. C'est alors seulement que Qatari abaissa le fusil. Ses mains tremblaient, mais son visage ne montrait rien. Lucas la regarda. « L'aurais-tu fait ?» Elle rencontra son regard. « Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que certaines choses sont pires que la mort, dit-elle en lui tendant le fusil. Et être utilisé comme une arme contre quelqu'un d'autre en fait partie. » Ils ne dormirent pas le reste de la nuit. Ils s'assirent de part et d'autre du feu éteint. Quelque chose avait changé entre eux. Pas de la confiance, pas tout à fait. Mais de la compréhension. Ils étaient tous deux des survivants des guerres des autres. Et peut-être que c'était suffisant. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au matin, ils devraient faire un choix qui définirait tout ce qui viendrait ensuite. L'aube arriva avec une lumière violette et meurtrie se fondant dans le gris. Qatari était assise, regardant l'horizon, et Lucas pouvait voir la guerre qui se déroulait en elle. Elle était silencieuse depuis une heure, ses doigts traçant des motifs dans la poussière. Finalement, elle parla sans le regarder. « Le comptoir commercial. Cette femme que tu as mentionnée, Sarah Blackwood. Quoi à son sujet? Aiderait-elle des enfants ?» Lucas sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « De combien d'enfants parlons-nous » 14 âgés de 5 à 12 ans. Ils se cachent dans des grottes à 3 jours au nord d'ici. Je leur ai dit d'attendre 2 semaines. Après ça, si je ne revenais pas, ils devaient se disperser et essayer d'atteindre les territoires du nord par leurs propres moyens. Elle se tourna pour lui faire face, et ses yeux étaient désespérés d'une manière qu'il n'avait pas encore vue. Cela fait 3 semaines et 4 jours. Ils sont peut-être déjà partis. Ou alors ils attendent encore, espérant toujours que je revienne. Sa voix se brisa légèrement. Ils ont de la nourriture séchée que j'ai cachée là-bas il y a des mois. De l'eau d'une source. Mais l'hiver arrive. S'ils sont encore là quand la première neige frappera ces montagnes, ils ne survivront pas. Lucas se leva, époussetant son pantalon. À quelle distance, disais-tu? 3 jours à pied. Peut-être 2 à cheval si tu connais les pistes. Et tu connais les pistes? Ce n'était pas une question, mais elle répondit quand même. Mieux que mon propre visage. Lucas se dirigea vers son cheval et commença à vérifier les sacoches de sel, redistribuant le poids. Qatari le regarda, la confusion traversant ses traits. Que fais-tu? Je me prépare à chevaucher vers le nord. Je n'ai pas demandé ton aide. Je sais, dit-il en serrant une sangle. Mais ces enfants l'ont fait le jour où tu t'es échangé contre eux. Et si tu y retournes, tu ne le feras pas seul et à pied. Qatari se leva lentement, son corps tendu. Pourquoi ferais-tu ça? Tu ne me dois rien. Tu me connais à peine. Lucas s'arrêta, les mains toujours sur la selle. Ma fille était bénévole à l'école du village. Elle apprenait à lire aux plus jeunes. Après sa mort, j'ai trouvé son journal. La dernière entrée disait qu'elle prévoyait de créer une bibliothèque de prêt pour les enfants qui n'avaient pas les moyens d'acheter des livres. Elle avait déjà collecté 30 volumes, cachés dans notre grange. Il regarda Qatari. Elle n'a jamais pu donner ses livres. N'a jamais pu voir ses enfants apprendre à lire. Mais peut-être que je peux m'assurer que 14 autres enfants aient une chance qu'elle n'a pas eue. Ce n'est pas la même chose. Non. Mais c'est quelque chose. Il lui tendit la main. Aide-moi à monter. Tu montes avec moi. Nous irons plus vite comme ça. Qatari fixa sa main tendue comme si c'était un serpent. Chaque instinct en elle hurlait probablement de ne pas lui faire confiance. Mais lentement, à contre-cœur, elle tendit la main et agrippa son avant-bras.
il la hissa derrière lui sur le cheval. Elle s'assit, rigide, gardant autant de distance que possible tout en maintenant son équilibre. Si tu tentes quoi que ce soit, tu m'arracheras les yeux. Je m'en souviens. Il lança le cheval au pas. Quelle direction? Nord. Vers les formations de roches rouges. Ils chevauchèrent en silence la première heure. Le soleil montait, transformant le désert en fournaise. Qatari dut finalement s'agripper à ses épaules pour ne pas glisser lorsqu'il traversait un terrain plus accidenté. Chaque fois qu'elle le touchait, il pouvait la sentir se tendre, prête à se battre si nécessaire. Vers midi, elle reprit la parole. Les enfants. La plupart ne sont pas de ma famille par le sang. Leurs parents sont morts dans des raids, de maladies, d'accidents. Notre tribu les a recueillis parce que c'est ce qu'on fait. On ne laisse pas des enfants mourir juste parce qu'ils ne sont pas les vôtres. On dirait une bonne tribu. C'était une bonne tribu. Sa voix était amère. Maintenant, nous sommes dispersés, brisés. Les soldats s'en sont assurés. Lucas sentit le poids familier de la culpabilité. Je suis désolé. Désolé, ne nourris pas 14 enfants affamés. Désolé, ne les garde pas au chaud quand l'hiver vient. Désolé est juste un mot que les gens utilisent quand ils veulent se sentir mieux à propos de choses qu'ils ne peuvent pas réparer. Elle avait raison, et il le savait. Alors il ne dit plus « désolé ». À la place, il demanda « de quoi ont-ils besoin, à part la sécurité ?» De tout. Nourriture, vêtements chauds, couverture, médicaments. Un endroit où rester jusqu'au printemps, quand il sera sûr de les déplacer plus au nord. Elle marqua une pause. De l'argent pour des pots de vin si nous rencontrons des soldats. Des papiers si nous pouvons en fabriquer. De la chance si les esprits écoutent. J'ai de l'argent de côté. Pas beaucoup, mais assez pour des provisions. Pourquoi? Sa prise sur ses épaules se resserra. Pourquoi dépenserais-tu ton argent pour ça? Parce que tu étais prête à pointer un fusil sur ta propre tête plutôt que de laisser quelqu'un t'utiliser comme une arme. Ce genre de courage mérite mieux que de mourir dans un désert ou de regarder des enfants gelés dans des grottes. Il jeta un coup d'œil en arrière vers elle. Et parce que ma fille aurait fait exactement ce que tu as fait. Elle se serait échangée sans hésitation. Qatari resta silencieuse un long moment. Puis, si doucement qu'il faillit le manquer, ta fille avait l'air d'être forte. Elle l'était. Elle tenait ça de sa mère. Où est sa mère maintenant? Morte? La fièvre l'a emportée quand notre fille avait 10 ans. Je l'ai élevée seule après ça. J'ai fait un travail terrible selon la plupart des gens. Je l'ai laissé courir partout. Lui ai appris à tirer et à monter à cheval au lieu de coudre et cuisiner. On dirait que tu as fait exactement ce qu'il fallait. Ils continuèrent à chevaucher tandis que le soleil traversait le ciel. Et pour la première fois depuis qu'il avait payé ses $3, Lucas sentit que peut-être, il avançait dans la bonne direction. Ce qu'il ignorait, c'est que Cyrus Fletcher n'avait pas quitté le territoire. Et il avait deviné exactement où il se dirigeait. Les grottes apparurent le deuxième soir, cachées dans une paroi de falaise qui ressemblait à de la roche solide jusqu'à ce qu'on sache où regarder. Qatari glissa du cheval avant que Lucas ne se soit complètement arrêté. Ses pieds touchèrent le sol en courant. Elle grimpa un sentier étroit, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui l'avait escaladé 100 fois. Nieli, aplatait-elle. Takakota. C'est moi. Le silence lui répondit. Lucas sentit l'effroi s'installer dans son ventre alors qu'il la suivait sur le sentier, menant prudemment son cheval sur les pierres instables. Peut-être que les enfants étaient partis. Peut-être qu'ils avaient été trouvés. Peut-être. Un petit visage apparut à l'entrée de la grotte. Puis un autre. Puis soudain, il y avait des enfants partout, sortant de l'obscurité, criant le nom de Qatari. Ils l'assaillirent, s'agrippant à ses vêtements, à ses mains, à ses bras. Elle s'agenouilla et les serra contre elle, et Lucas vit son visage se transformer. La dureté fondit, remplacée par quelque chose de féroce, de protecteur et d'entièrement vulnérable. « Tu es revenu » murmura une fille d'environ 10 ans. « Nous pensions que tu étais morte. Je vous avais dit que je reviendrais. » Qatari se recula pour les regarder, comptant rapidement les têtes. Où sont Naeli et Takakota? Un garçon plus âgé, peut-être 12 ans, s'avança. Son visage était émacié, les pommettes saillantes sous une peau trop tendue. Naeli est à l'intérieur. Elle est malade depuis 4 jours. De la fièvre.
Takakota est avec elle, essayant de la rafraîchir avec l'eau de la source. Le visage de Katari devint pâle. Elle se leva et se dirigea vers l'entrée de la grotte. Lucas la suivit, baissant la tête pour entrer. L'obscurité à l'intérieur était rompue par un petit feu près du fond. Une adolescente était assise à côté d'un lit improvisé d'herbe et de couverture où un petit enfant gisait immobile. Katari se précipita vers eux, tombant à genoux. Elle toucha le front de l'enfant et retira sa main brusquement. Elle est brûlante. Je lui ai donné de l'eau comme tu nous l'as appris, dit l'adolescente, Takakota. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. J'ai fait tout ce que tu as dit, mais son état a empiré. Lucas s'agenouilla à côté d'eux, regardant l'enfant malade. 6 ans, peut-être 7. Sa respiration était courte et rapide. Il avait déjà vu ça. Une infection, probablement. Sans médicaments, elle suivrait son cours, d'une manière ou d'une autre. J'ai de l'écorce de saule dans ma sacoche de sel, dit-il, pour la douleur et la fièvre. Ça pourrait t'aider. Katari le regarda brusquement, comme si elle avait oublié qu'il était là. Puis elle hocha la tête. Va la chercher. Il le fit, redescendant rapidement le sentier vers son cheval. Quand il revint, Katari avait déjà organisé les autres enfants. L'un faisait bouillir de l'eau sur le feu. Un autre déchirait du tissu en lanière. Takakota mélangeait quelque chose dans un bol, une sorte de pâte à base de plantes écrasées. Lucas tendit l'écorce de saule et Katari la mélangea avec de l'eau chaude, la laissant infuser. Quand elle eut assez refroidi, elle souleva doucement la tête de l'enfant et lui fit boire de petites gorgées. « Depuis combien de temps vivent-ils comme ça » demanda Lucas doucement. « 3 mois dans ces grottes, répondit Takakota. Avant ça, nous bougions tous les quelques jours. Katari a trouvé cet endroit et a dit qu'il était sûr d'y rester. Lucas regarda autour de lui dans la grotte. Les provisions étaient presque épuisées. Des poches vides qui avaient contenu de la viande séchée. Une seule couverture partagée entre 14 enfants. L'eau de source mentionnée était probablement la seule raison pour laquelle ils étaient encore en vie. Nous devons les déplacer, dit Lucas. Ce soir. Ce comptoir commercial dont j'ai parlé, chez Sarah Blackwood. C'est encore à une journée de route d'ici, mais c'est sûr. Elle les accueillera. Nieli ne peut pas voyager comme ça, dit Katari. Alors je la porterai. Lucas rencontra son regard. Mais nous ne pouvons pas rester ici. Si j'ai deviné où vous vous dirigiez, d'autres le peuvent aussi. Cyrus sait que je tiens à finir ce que nous avons commencé. Il viendra chercher. La mâchoire de Katari se serra. Alors qu'il vienne. Je finirai ce que j'ai commencé avec les 2 derniers hommes qui ont essayé de prendre ses enfants. Il y a 14 vies qui dépendent du fait que tu fasses le choix intelligent, pas le choix courageux. Elle tressaillit comme s'il l'avait frappé. Pendant un moment, Lucas pensa qu'elle allait le frapper. Mais ensuite, elle regarda les enfants. Les regarda vraiment. Vit leurs joues creuses et leurs yeux fatigués. Vit comment ils se blottissaient les uns contre les autres pour avoir chaud, même s'il ne faisait pas si froid. Vit ce que sa fierté leur coûterait si elle choisissait de se battre au lieu de fuir. D'accord. Le mot sortit comme si elle crachait du verre. Nous partons aux premières lueurs. Donne-leur une nuit de plus pour se reposer. Aux premières lueurs, acquiesça Lucas. Je veillerai cette nuit. Repose-toi avec eux. Elle ne discuta pas. Peut-être était-elle trop fatiguée. Peut-être avait-elle finalement accepté qu'accepter de l'aide n'était pas la même chose qu'accepter d'être possédée. Quoi qu'il en soit, elle s'installa près du feu, les enfants blottis autour d'elle comme des chiots cherchant la chaleur. Lucas s'assit à l'entrée de la grotte, le fusil sur les genoux, surveillant l'obscurité. Derrière lui, il pouvait entendre la voix de Katari, douce et basse, racontant aux enfants un vieux conte. Quelque chose à propos d'un coyote malin qui déjouait des animaux plus gros en utilisant le vent pour porter des avertissements à travers le canyon. Il sourit malgré lui. C'était une combattante, oui, mais elle était aussi ça. Quelqu'un qui racontait des histoires à des enfants effrayés dans des grottes sombres. Quelqu'un qui valait ses $3, et tout ce qui avait suivi. La nuit s'étira. Et Lucas ne dormit pas. Parce que quelque part là dehors, il savait que Cyrus venait. Et quand le matin viendrait, il devrait être prêt pour tout ce qui les suivrait hors de ces montagnes. Ils arrivèrent à l'aube, exactement comme Lucas le savait. Cyrus et ses 2 hommes apparurent sur la crête au-dessus des grottes, fusils prêts. Mais Lucas s'était préparé.
Il avait fait descendre les enfants de la montagne avant les premières lueurs. Les avait envoyés en avant avec Takakota ouvrant la marche vers le comptoir de Sarah. Seuls lui et Katari restaient. Cyrus sourit en les voyant. Juste vous deux. Où sont les enfants? Partis, dit Lucas. Tu es arrivé trop tard. Je ne te crois pas. Cyrus fit un geste à ses hommes. Fouillez les grottes. Pendant qu'ils grimpaient vers l'entrée, Katari s'avança. Elle avait lavé la peinture de guerre de son visage pendant la nuit. Mais d'une certaine manière, elle semblait plus dangereuse sans elle. Tu as fait tout ce chemin pour te venger d'un homme qui a déjà été puni par sa propre culpabilité. Cela te rend pathétique. Le visage de Cyrus s'assombrit. Ferme-la, fille. Mon nom est Katari. Et je ne suis pas une fille. Je suis la femme qui a choisi la mort plutôt que la soumission. Je suis la femme qui a sauvé 14 enfants pendant que tu gâches ta vie à chasser des fantômes. Elle s'approcha, sans peur. Tu veux savoir la différence entre toi et Lucas? Il essaie de construire quelque chose à partir de ses ruines. Toi, tu ne fais que remuer des cendres, espérant raviver un feu qui est mort il y a des années. J'ai dit, ferme-la. Cyrus leva son fusil, le pointant directement sur sa poitrine. Lucas commença à bouger, mais Katari leva la main, l'arrêtant. Elle garda les yeux rivés sur Cyrus. Vas-y, tire-moi dessus. Prouve que tu es exactement l'homme qui a appuyé sur la gâchette sans réfléchir. Prouve que rien n'a changé, que tu n'as rien appris. Katari. La voix de Lucas était tendue par la peur. Non. Elle ne quitta pas Cyrus des yeux. Il doit faire un choix, maintenant. Être l'homme qui a tué une fille innocente parce qu'il avait trop peur pour réfléchir. Ou être l'homme qui baisse son arme et s'en va. Être l'homme qui brise le cycle au lieu de l'alimenter. Le silence s'étira. La main de Cyrus tremblait légèrement sur le fusil. Ces hommes émergèrent des grottes, secouant la tête. Vide. Les enfants sont vraiment partis. Tu ne peux pas retrouver ton honneur en prenant le nôtre, dit doucement Katari. Tu ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Mais tu peux choisir ce qui se passe ensuite. Lentement, péniblement, Cyrus abaissa son fusil. Son visage était tordu par l'angoisse. Ça aurait dû être différent. Oui, dit Lucas doucement. Ça aurait dû. Mais c'est ce que nous avons. Ce moment. Ce choix. Cyrus les regarda tous les deux. Et quelque chose en lui sembla se briser et se reconstruire en même temps. Si je te revois. Tu ne me reverras pas, l'interrompit Lucas. Je quitte ce territoire. J'emmène ces enfants au nord où ils seront en sécurité. Tu ne me reverras plus jamais. Tu peux passer le reste de ta vie à me détester. Ou tu peux la passer à construire quelque chose de mieux. C'est ton choix. Cyrus le fixa un long moment. Puis il se retourna et s'éloigna, ses hommes le suivant. Ils regardèrent jusqu'à ce que les trois silhouettes disparaissent par-dessus la crête. Katari expira lentement. C'était stupide. C'était nécessaire, corrigea Lucas. Il avait besoin de choisir. Nous en avions tous besoin. Ils descendirent la montagne ensemble. Côte à côte. Quand ils atteignirent le comptoir commercial ce soir-là, ils trouvèrent les enfants en sécurité à l'intérieur. Sarah Blackwood organisait déjà la nourriture et les couvertures. La fièvre de Nieli était tombée. Elle demandait Katari. Sarah, une femme d'une cinquantaine d'années au visage buriné et aux yeux bienveillants, regarda Lucas. Vous êtes Brennan? Oui, madame. J'ai entendu parler de vous. J'ai entendu dire que vous aviez perdu votre fille. Elle marqua une pause. Ces enfants ont besoin de quelqu'un pour veiller sur eux jusqu'au printemps. Quelqu'un pour leur apprendre, les garder en sécurité, les aider à guérir. Ce travail vous intéresse? Lucas regarda Katari, qui était agenouillée avec les enfants, les laissant s'attrouper autour d'elle. Elle leva les yeux et rencontra son regard. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vue sur cette plateforme, elle sourit. Pas un grand sourire, mais un vrai. Je pense que nous le sommes tous les deux, dit-il. Sarah hocha la tête. Bien. La paix est terrible. Le travail est dur. Mais la compagnie est honnête. Au cours des mois suivants, Lucas et Katari construisirent quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Pas une romance, pas de la possession. Mais un partenariat. Ils apprirent aux enfants à lire et à écrire.
leur apprirent à survivre dans un monde qui n'avait pas été tendre avec eux. Quand le printemps arriva, Lucas utilisa ses économies pour acheter un petit lopin de terre près de la frontière canadienne. Loin des soldats, loin des hommes comme Cyrus. Un matin, Qatari se tenait sur le porche de la nouvelle maison qu'ils avaient construite, regardant les enfants jouer dans la prairie. Lucas la rejoignit, 2 tasses de café à la main. Il lui en tendit une. « Tu sais, dit-elle, quand tu as payé ces 3 $, je pensais ce que je disais. J'aurais préféré mourir. Je sais. Mais tu n'as pas acheté ma vie ce jour-là. Tu m'as donné la chance de la choisir. » Elle le regarda. « C'est toute la différence. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur la vie ?» Elle fit un geste vers les enfants. « Toi. » Le choix lui-même. Elle marqua une pause. Il s'avère que la liberté, ce n'est pas mourir pour prouver qu'on ne peut pas être possédé. C'est vivre parce qu'on le peut enfin. Lucas sourit. Ma fille t'aurait apprécié. Je l'aurais apprécié aussi. Ils se tinrent ensemble dans le soleil du matin. 2 personnes qui avaient été brisées par la violence et s'étaient reconstruites avec un but. Les 3 $ avaient été une transaction. Mais tout ce qui avait suivi avait été un choix. Et cela faisait toute la différence. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre récit puissant de la frontière, où le courage et la rédemption se rencontrent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et envisager de laisser un super chat pour nous aider à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie